Bonjour à tous, je suis ravi de commencer la semaine avec vous. J'espère que vous allez bien. L'Instant R, c'est le magazine qui vous accompagne tous les matins. Il est l'heure. Alors on part traverser nos régions pour faire de belles rencontres ou encore multiplier les découvertes. Tenez, par exemple, ce matin, on va visiter une maison à Nantes entièrement conçue à l'aide d'une imprimante 3D. C'est une machine innovante imaginée par des ingénieurs. Mais quel est l'intérêt de ce type de construction? Eh bien, c'est ce que l'on verra ensemble. On rejoindra la Saône-et-Loire ensuite pour rencontrer des femmes qui ont un point commun. Elles sont à la tête d'exploitations viticoles, ce qui était rare il y a quelques années, devenu courant. Ce sera notre instant portrait. Mais avant cela, eh bien, on s'intéresse à un sujet plus que jamais d'actualité, la pollution. Alors que la protection de notre planète est devenue un enjeu majeur, on s'est demandé à la rédaction ce que l'on pouvait faire, nous tous, à notre échelle, pour essayer de réduire notre empreinte carbone. Et tout commence, vous allez le voir, par une utilisation différente de notre voiture. C'est l'instant pratique. Rouler avec sa voiture pollue. Parmi tous les véhicules motorisés, c'est elle qui dégage le plus de CO2, 60% des gaz à effet de serre du transport routier. Alors, comment réduire son empreinte carbone? En utilisant moins et mieux son véhicule personnel, voici nos conseils pour une démarche éco-citoyenne. Tout d'abord, favorisez dès que vous le pouvez le covoiturage pour aller travailler. De nombreuses applications existent. Dans les Alpes-Maritimes, Wever a été lancé en 2016. Ce qui se passe dans l'application Wever, c'est que lorsqu'on déclare un trajet, ce trajet automatiquement est jalonné de points de rencontre, souvent des arrêts de bus, ce qui fait que le conducteur ne fait aucun détour. Ce sont les passagers qui sont rabattus sur sa ligne, comme quand ils prennent le bus. Cette application, soutenue par plusieurs entreprises de la région, compte des milliers d'abonnés. Autre solution pour polluer moins, mieux conduire et donc consommer moins de carburant. Là aussi, le numérique peut vous aider. C'est un tout petit boîtier qui est branché là-bas en dessous sur la prise de l'ordinateur de bord de la voiture. Ce boîtier connecté enregistre différents paramètres de votre conduite. Vous faites vos parcours de manière classique et traditionnelle. Et à la fin de chaque parcours, vous avez sur votre application, après vous êtes créé un compte, c'est vraiment très simple, vous avez des informations qui vous sont envoyées. L'automobiliste mesure ses émissions de CO2 et peut les neutraliser grâce au conseil de ce coach digital. Troisième conseil pour préserver la planète, évitez de chercher trop longtemps une place pour vous garer. Comment? Des applications vous proposent des solutions. Au Havre, par exemple, vous pouvez louer des stationnements privés pour une journée ou quelques heures selon vos besoins. On a trouvé une solution qui est de proposer des places de parking libres dans les parkings privés, par exemple le parking d'immeubles d'entreprises, de bailleurs, qui ne sont pas entièrement remplis à toute heure. Ces applications développées dans la plupart des grandes villes sont aussi une alternative aux amendes. Et enfin, un conducteur écolo doit aussi éviter les bouchons. Pour ne pas les croiser, vous avez l'embarras du choix avec là aussi de nombreuses applications. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie sur boulevard des Frères Voisins. En Ile-de-France, Waze est utilisée par un conducteur sur 3. Elle fonctionne grâce aux automobilistes. On a le contributeur passif qui partage ses données de géolocalisation, le reporter qui intègre des informations sur la carte, un bouchon, un nid de poule, un accident. Et puis on a 1500 en France éditeurs de cartes qui vont directement modifier les informations sur la carte. Par exemple, l'arrivée d'une nouvelle route, l'intégrer directement sur cette carte. Un algorithme croise toutes ces données et le tour est joué. En conclusion, si vous n'avez pas la possibilité de prendre les transports en commun, de vous rendre au travail à vélo, si vous êtes réellement dépendant de votre voiture, vous pouvez quand même faire un geste pour l'environnement. En partageant votre voiture, en maîtrisant votre consommation de carburant ou encore en évitant les bouchons grâce aux applis, bref, en roulant malin. Et si vous avez des idées pour nous inciter à réduire notre empreinte carbone, envoyez-nous votre témoignage vidéo. Vous vous filmez avec votre téléphone par exemple et puis vous faites glisser cette vidéo sur la page Facebook de France 3, toute région, vous le voyez. Nous la diffuserons dans une prochaine émission. On part en Côte d'Or maintenant pour visiter une maison partagée. Ici vivent en colocation des personnes handicapées et des valides. Les mois passent et les liens se tissent entre les résidents et les assistants de vie, des femmes, des hommes qui ont une joie de vivre communicative. C'est l'instant Vivre ensemble. Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres.
Cette incroyable aventure se vit dans cet HLM discret de la banlieue dijonnaise. Allez, on fait les présentations et le tour du propriétaire par la même occasion. Voici Nathalie dans son studio. Son truc à elle, c'est la cuisine, le chant choral et les loisirs créatifs. Jérémy, qui loge au bout du couloir, lui se passionne pour les percussions africaines. Quant à Laura, son intérieur en témoigne, elle adore lire, mais plutôt des romans, un peu moins ses courriers administratifs. Et pour finir, Lana. Elle est éducatrice spécialisée, c'est la responsable de la maison. Elle ne rate pas une occasion de blaguer. Jérémy, tu veux manger quoi cette semaine? Hamburger. Hamburger? Les deux oursins qui mauvent. Ça veut dire que vous avez déjà siphonné le dernier paquet là? Vache, j'en ai même pas mangé un. Nous sommes en novembre dernier. La structure n'est pas encore au complet. Cela fait quelques semaines que tout ce petit monde vit sous le même toit et apprend à se connaître. Certes, salariés comme résidents, chacun a son logement, son intimité, mais c'est bien dans la salle à manger que la notion de vivre ensemble prend toute sa dimension. Il n'y a pas la parole de quelqu'un qui a plus de poids qu'un autre. Donc du coup, voilà, chacun donne son avis et puis on voit tous ensemble. Comme on ferait à la maison exactement. C'est la communauté en fait, c'est comme ça. J'aime bien faire manger. Un peu comme dans une famille, les repas sont préparés et pris ensemble. Chacun met la main à la pâte. Rien ne pouvait faire plus plaisir à Nathalie, elle qui a vécu des années dans un foyer spécialisé où tout était fait à sa place. J'aime bien accueillir les personnes qui viennent chez nous, déjeuner ou manger avec nous. Et j'aime bien qu'ils en profitent avec nous. Bon appétit! Merci. 3 mois ont passé. Le quotidien s'est ancré autour de bonheur simple. Nathalie, concentre-toi et regarde-moi. Tes endives. Tu peux enlever les premières feuilles, tu vois, celles qui sont un peu moches. Nous retrouvons Nathalie au fourneau. Quelques accidents domestiques l'avaient éloignée de la cuisine et de son désir d'autonomie. Essayez de pas me couper parce que après. T'inquiète pas, t'as ton gant. Elle y règne à nouveau en maître, avec la complicité d'Antoine, l'assistant de vie qui gère le repas ce matin-là. Ils m'aident beaucoup à couper certaines choses que je sais pas faire. Puis si je peux faire mal, ils me soignent. Elle aime bien cuisiner, elle cuisine bien, ça lui manquait, et en même temps, elle aime bien prendre des responsabilités, Nathalie. T'es bien ou pas? C'est bon. Ouais. Faut simplement la retourner encore un peu pour être bien en ligne. Ouais, ça marche. Tiens. En janvier, la maisonnée a accueilli un nouveau résident. Contrairement aux autres, Laurent n'est pas né handicapé, il l'est devenu suite à une maladie. Il s'installe pour sa séance quotidienne de vélo. Laurent pédale pour se remettre en selle, pour se reconstruire. Et l'appartement partagé y contribue aussi grandement. Moi, je voulais pas être seul. Et puis bon, il y a tout le temps du monde pour discuter et on s'aide à notre façon. Celui qui a les mains qui marchent, il aide celui qui a les mains qui ne marchent pas, par exemple. Et on arrive au quotidien à s'entraider. Il y a une bonne équipe et puis on est super bien encadré. Et il y a du rire, il y a de la joie. Et la vie, qui l'emporte sur la déprime. Comme toujours dans la salle commune, il y a de l'animation. Tortue. Dans cet appartement, il ne se passe pas un jour sans des éclats de rire. Ça crée un lien qui est différent que ce qui peut se vivre la journée dans les moments un petit peu formels, administratifs et tout ce qu'il y a à faire. Et puis ça permet de décompresser un petit peu du quotidien. Le handicap aurait pu les éloigner. Il les soude, au contraire, autour de valeurs communes. La bienveillance, le partage, en un mot, la fraternité. Et demain, nous retournerons dans cette maison partagée pour vivre au plus près cette aventure exceptionnelle. Alors cette maison-là, elle n'est pas partagée, mais elle est conçue sans briques,
et sans l'aide de maçons. Oui, seulement avec une imposante imprimante 3D, un robot imaginé par des chercheurs nantais. Cette maison du futur pourrait bien révolutionner le monde de la construction. Sous cette tente se cache un chantier futuriste, sauf qu'il est bel et bien réel. Ici à Nantes, ce n'est pas une maquette que l'on imprime en 3 dimensions, mais une maison de 96 mètres carrés qui sera habitée par une famille. Pour la construire, des maçons d'un autre genre, des chercheurs bardés de diplômes très calés en génie des matériaux et en robotique. C'est eux qui ont imaginé cette méthode révolutionnaire. On amène le robot sur la maison, on travaille nos matériaux bruts, que ce soit le polymère isolant qui arrive sous forme de bidon, et que ce soit le béton qui arrive avec une toupie sous forme liquide. Nous, on travaille ces 2 matériaux à l'état liquide et on les transforme directement dans la maison pour faire la maison. Ce projet fou est né il y a 1 an à l'IUT de Nantes. Il a permis de déposer de nombreux brevets. En un temps record, il a fallu monter une équipe compétente, concevoir un robot mobile et suffisamment précis pour couler le béton à l'endroit voulu. Du grand art, des heures à phosphorer et beaucoup d'adaptations pour répondre aux besoins du bâtiment. Au début, on imaginait une impression, rien ne nous gênait. D'un seul coup, on a dit, ah ben non, on va mettre des ferraillages. Ah, on va falloir les éviter. Puis après, on a dit, ah ben non, il faut mettre des cadres de porte. Ah ben, nous, on avait pensé les imprimer, non, il a fallu faire... Donc, il a fallu évoluer comme ça dans le projet au fur et à mesure de l'année qui écoulait. Un des nombreux défis à relever a consisté à élaborer des matériaux solides et à réussir leur alliance. Des procédés qui tous ont été certifiés par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce qu'on voulait chercher à tester, c'était la liaison entre notre polymère et notre béton. Et de vérifier, faire en sorte que, eh bien, à la traction, en tirant dessus, parce que quand la maison va être sollicitée par le vent ou une catastrophe ou un tremblement de terre, eh bien, ça va se traduire par des sollicitations équivalentes. Et voilà à quoi ressemblera la maison une fois terminée. Un espace confortable et lumineux, bien isolé et sans pont thermique, notamment grâce aux murs arrondis. La forme en Y a permis de conserver les arbres déjà plantés sur la parcelle. L'ensemble se fond harmonieusement avec les grands immeubles. Le projet n'est pas encore achevé que déjà les ingénieux chercheurs de l'IUT de Nantes travaillent sur d'autres développements possibles. Et on a commencé à faire nos premiers essais avec de la terre crue, de la chaux et de la fibre de miscanthus, qui nous fait un peu comme du pisé. Dans les métiers du bâtiment, c'est une petite révolution qui est en marche. La robotisation va bousculer les habitudes et Nantes n'est pas en retard sur ce progrès. Vous regardez l'Instant R et vous avez raison. Nous sommes ravis de vous accompagner ce matin. On va notamment suivre un couple qui a une passion dévorante pour les photos animalières. Ils traquent des heures les animaux. Ils en ressortent parfois des clichés saisissants rassemblés dans un livre. Ce sera notre Instant Découverte. On rencontrera également James Drogg, c'est son nom, et pourtant, il ne prend aucun produit dopant. À 94 ans, il fait des kilomètres chaque jour en vélo. Mais avant cela, dans ce magazine, on a voulu mettre à l'honneur 3 générations de viticultrices. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à diriger des exploitations et ce qui semble évident aujourd'hui ne l'était pas forcément avant. On part à Fuissé, en Saône-et-Loire. Elle nous emmène là-haut pour mieux regarder son paradis à elle, niché au cœur du relief mâconnais. Nous sommes ici en plein cœur du Mâconnais, au sud de la Bourgogne, là où le chardonnay est roi. Je dois avouer en fait qu'on ne peut se lasser à la fois d'une telle vue et de la grandeur en fait des vins de l'endroit. Dans son nom, Audrey Braccini porte le soleil de l'Italie. Ce soleil dont les vignes ont tant besoin pour s'épanouir. Avec respect et patience, Audrey chouchoute chaque pied de son domaine, d'une manière presque maternelle. Vous vous occupez vraiment en fait d'un enfant et sans dire de sacrifier une partie de sa famille, mais il y a un investissement énorme au niveau un peu à don de soi. Il y a 10 ans, elle reprenait les clés du domaine. Ici, l'histoire a retenu le nom d'une femme, Madame Ferré. Dans les années 1970, à la mort de son mari, elle prend sa suite et bouleverse les habitudes. Elle a commencé en fait à classifier les vins avec des cuvées tête de crue et hors classe, ce qui était pour l'époque, donc au milieu des années 70, très peu fait. Et quand un demi-siècle plus tard, on demande à Audrey Braccini si Madame Ferré l'inspire encore, la réponse lui semble évidente.
Oui, parce qu'être une femme à son époque, dans le monde du vin, ça c'était grand. C'était grand et de s'imposer par sa clairvoyance, par son talent, ça force le respect encore aujourd'hui. Et peut-être qu'elle avait d'autant plus de mérite qu'être une femme aujourd'hui en fait dans le monde du vin. Là, c'était vraiment un challenge ce qu'elle a fait. Anne Parent nous reçoit à Pommard, dans le domaine familial. Bonjour, bonjour, bienvenue. Dans le monde du vin, elle est justement l'une de ces femmes qui ont œuvré pour plus d'ouverture. En 2000, elle crée l'association Femmes et Vins de Bourgogne et de son propre aveu, les mentalités ont bien changé depuis. Aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 30% des exploitations viticoles qui sont dirigées par des femmes. Mais après, c'est pas non plus, comment dirais-je, une quête de dire il faut qu'il y ait la parité parfaite dans le monde viticole. D'abord, on en est loin, et puis ensuite, c'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, les femmes sont complètement reconnues et acceptées en tant que professionnelles du vin. La question doit-elle donc encore se poser pour les jeunes générations ? À 22 ans, Élise sait déjà que sa vie, elle compte la passer au milieu des vignes. Et à aucun moment, cette étudiante n'a considéré qu'être une femme pourrait constituer un frein. Moi, je suis arrivée dedans sans a priori. J'ai pas du tout eu peur de me faire rejeter. J'y suis allée, je savais que c'était ce que je voulais faire. Du coup, bah voilà. Dans ma promo, j'avais aussi quelques filles. Et elles étaient dans le même état d'esprit que moi. On s'est pas senti mis en arrière par rapport aux garçons là-dedans. Et même pour trouver justement le stage que je fais, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça, en mode « Ah bah oui, t'es une fille, tu vas peut-être galérer, on va marcher, on va porter des trucs lourds », alors que non, pas du tout. À leur manière, chacune d'entre elles continuera donc à réinventer le vin et d'une certaine façon, à réinventer le monde. Oui, de belles rencontres signées France 3 Dijon. Allez, on continue dans l'instant R à vous présenter des personnages, des personnalités. À Limoges, par exemple, James Drogue est un amoureux du vélo. Alors jusque-là, rien de bien surprenant, sauf qu'à 94 ans, il continue à faire des kilomètres chaque jour et jamais il ne commence une journée sans ses séances de sports intensives. Quand on a le virus, c'est comme celui qui a l'habitude de boire, c'est comme celui qui a l'habitude de faire de la course à pied, il faut qu'il s'entraîne. Plus on roule, mieux on roule. C'est ça le vélo. À 94 ans, le virus du vélo coule encore dans les veines de James Drogue. Une passion qui remonte à son enfance pendant la guerre. Il rêvait d'avoir un vélo de course comme ses deux frères aînés pour devenir cycliste professionnel. Le premier vélo de course que j'ai eu, j'avais 16 ans. C'était à Royal Fabric. Et vous avez ressenti quoi là? Eh ben là, j'ai ressenti que plus j'en faisais, mieux j'étais. Donc, pour moi, mon objectif, c'était de faire le premier pas d'un lope. Le premier pas d'un lope, il faut avoir 18 ans dans l'année. Mais la guerre va en décider autrement. C'est un autre exploit que le jeune Charentais va accomplir avec sa bicyclette pour fuir le travail obligatoire en Allemagne. Nous, on était en zone occupée. De ce fait-là, il n'y avait aucune course de vélo. Mon premier succès avec mon vélo, c'est mon évasion, quand j'ai passé la ligne de démarcation. Voilà, le soir tard, avec la complicité des gens qui faisaient de la résistance à la SNCF, à Ruelle. Comment vous avez passé la ligne de démarcation alors? Ben, je l'ai passé en vélo. J'ai passé la ligne de démarcation en vélo. En arrivant à sa hauteur, lui fais un sourire enchanteur. La bicyclette. Il y a 4 ans que j'ai fait le Ventoux. Mais ça, c'était un objectif. Je me suis dit, je vais faire le Ventoux. Je suis allé voir mon réparateur de vélo, là. Et puis je lui ai dit, tu me mets un petit braquet. Et là, je veux faire le Ventoux. Et j'ai fait le Ventoux. Je l'ai fait à ma main, mais je l'ai fait. Bicycle, bicycle, bicycle. À 94 ans, James Drogue est toujours un athlète. Tous les matins, au saut du lit, il s'astreint à une préparation physique digne d'un sportif professionnel. Je prends un café, je descends à la cave, et puis je fais mon exercice pendant à peu près 1 heure. Je considère que ça, c'est ma santé. Ça me met en condition pour toute la journée, ça. C'est formidable, ça. Et l'après-midi, je roule. Tous les jours, été comme hiver, James parcourt entre 30 et 60 km sur son vélo, seul ou avec ses copains. Et qu'on ne vienne pas lui dire qu'il y a trop de côtes en Limousin.
faut aimer souffrir, le vélo. Celui qui n'aime pas souffrir, c'est pas la peine de faire du sport. Dans tous les sports, du reste. Ce qu'il faut savoir, c'est doser ses efforts. Parce que si vous conduisez à l'effort trop important, avant d'arriver au sommet, vous pouvez claquer. Il faut être prudent. Alors ça, c'est la méthode James Drogue pour descendre le vélo, là. Ouais. Des années de pratique. Mais ce qu'il ne faut pas avoir, c'est les calous, là. Tu vois, ça. Parce que si tu es pris dedans et que tu fais ça, tu vas te passer des bijoux de famille dans le coin. C'est quoi le plaisir? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur le vélo tous les jours, comme ça, avec un beau soleil? Je ressens du plaisir, surtout lorsque j'ai terminé le vélo. Je me sens bien. Oui, je vais essayer de descendre de mon vélo comme Jess, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'y arriver. Nous sommes le 24 septembre et c'est la période du brame du cerf. Vous savez, ce cri qu'il pousse pour attirer l'attention des femelles pendant la saison des amours. Les cerfs et les animaux en général sont la passion d'un couple dans le Loir-et-Cher. Frédéric et Emmanuel passent des heures à les photographier. Quand je dis des heures, c'est vraiment des heures. T'as eu froid hier soir? Oui, je vais mettre ma veste. Comme tous les jours après leur travail, Frédéric et Emmanuel changent d'univers. Les voilà partis en chasse, une chasse un peu particulière. Tous deux sont photographes et c'est une longue histoire. Depuis leur adolescence, ils observent les animaux et les photographient, chacun de leur côté. Il y a 15 ans, ils se rencontrent. Ils vivent alors leur passion, ensemble. Bon, tu vas dans la fuite du fond. Moi, je vais là. Et puis, tout à l'heure. Allez, bonne chance. Tu peux te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Moi, je vais arriver là, comme ça. Le ton est donné, faire le moins de bruit possible. À notre caméra aussi d'être discrète. Pour s'approcher au plus près des animaux, Frédéric s'installe dans un affût flottant. Un petit abri qui va lui servir de camouflage. L'affût est en place depuis la mi-juin. On change de place régulièrement pour pas que les animaux s'habituent à le voir à un seul endroit. Donc comme ça, nous, on peut bouger sur l'étang, les animaux sont habitués. C'est ainsi que Frédéric a réalisé ces clichés magnifiques. Des scènes de vie au bord des étangs, de cette si belle Sologne, encore préservée. À force de persévérer, on peut faire des images. Et puis un jour, il y a la séquence exceptionnelle. Pendant ce temps-là, Emmanuel rejoint un autre affût, fixe celui-là. Quand tout à coup, au détour d'une allée, des biches, un faon et un jeune cerf. Le fait d'être camouflé comme ça cache la forme humaine. Et le fait d'avoir, bon, là j'ai juste les lunettes, mais sinon ils ne voient pas. Les mains sont cachées, le visage est caché, c'est bon. Ils voient un noir et blanc, ils ne voient pas la couleur. Et puis ils ont une distance assez limitée pour nous voir. Ils ne voient que des silhouettes en gros. Celui-ci a été posé au mois de juillet. Et entre-temps, l'étang a baissé. Ils passent devant, même sur le côté. Il n'y a aucun souci. Ils sont vraiment habitués à la vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça peut sortir en queue d'étang ou sur le côté. Un jeune cerf, puis un autre plus âgé. Ils ne font que passer, mais Emmanuel déclenche. Elle restera postée ici près de 3 heures. C'est des heures et des heures, mais quand on a l'image qui arrive et qu'on souhaite et éventuellement qu'on a rêvé, on les compte plus du tout, hein, c'est fini. Il n'y a plus d'heures, c'est que du bonheur. Depuis 10 ans, nos photographes se passionnent pour le cerf, roi de la forêt. Ils viennent d'ailleurs de lui consacrer un livre. Le cerf, hormis la période du brame où là, il est très visible, le reste de l'année, le cerf devient un fantôme. En septembre, c'est quand même ce mammifère qui fait que la forêt prend tout son sens. C'est le bruit, le brame. La forêt vit. Alors on entend les oiseaux bien sûr, mais le fait d'entendre le cerf bramer, c'est quelque chose
d'exceptionnel. Même si on ne le voit pas, on l'entend. Ça, c'est super. Puis toute cette mise en scène qui se fait avec les biches, le cerf et ainsi de suite, c'est un peu de la magie. Dernier cliché avec cette famille de sangliers. La nuit abrège la séance, mais nul doute que demain, Frédéric et Emmanuel reviendront sur ce territoire. Et les plus belles photos d'Emmanuel et de Frédéric sont rassemblées dans ce livre, Reflets de cerf, que vous pouvez trouver sur Internet. L'instant R, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous vous réservons encore le meilleur des reportages des 24 rédactions régionales de France 3. Rendez-vous à 10h50 pour vivre différents instants de vie. Notre instant pratique vous donnera quelques clés pour profiter des foires aux vins. C'est en ce moment où acheter ces bouteilles, à quel prix. On vous dira tout. Très belle journée, à demain.